Bonsoir à tous. Ici la chuchoteuse. Ce soir, je vais vous raconter une histoire. Cette histoire est celle d'une jeune fille, vivant avec son père malade. Elle explique qu'il simule des maladies pour qu'elle reste à la maison avec lui. Et nous explique qu'elle a enfin découvert pourquoi il faisait ça. Alors, fermez les yeux, respirez et laissez-moi vous chuchoter une histoire que vous n'oublierez pas. Je ne sais pas à qui d'autre le dire, ni même ce que j'espère obtenir en racontant ça. Je ne peux appeler personne. Il est toujours dans les parages. J'écris ça sur mon téléphone, recroquevillé dans mon placard, en espérant que le bruit de la vieille maison qui se tasse couvrira le tapotement frénétique de mes pouces. J'ai l'impression d'être devenue une petite fille qui se cache des monstres. Sauf que cette fois, le monstre se prend pour mon père. Je vais vous expliquer. J'ai 23 ans, je vis chez mon père. Ce n'était pas prévu, évidemment. Les études, un travail, mon propre appartement, voilà le plan. Mais l'économie est ce qu'elle est. Ma mère est décédée il y a quelques années et il prenait de l'âge. Il est à la retraite et sa pension suffit tout juste à payer l'électricité dans cette vieille maison. Ce n'était pas une si mauvaise solution. Je faisais mes heures de travail dans un entrepôt du centre-ville. Je participais aux dépenses. Et lui, il flânait, regardait ses vieux films et se plaignait de son dos. On avait trouvé notre rythme. C'était calme, peut-être un peu solitaire, mais c'était normal. Le changement a été si progressif que je l'ai à peine remarqué. Au début, c'était juste agréable. Mon père, qui depuis 5 ans considérait le fauteuil devant la télé comme une extension naturelle de son corps, a recommencé à bouger. Il a toujours été un homme imposant, un ancien mécanicien, et l'âge s'était installé sur lui comme une épaisse couche de poussière. Mais soudain, la poussière avait disparu. Ça a commencé il y a environ 1 mois. Il est descendu à la cave pour réparer une fuite d'eau. Je lui avais proposé de le faire, mais il a insisté. Une rengaine qu'il connaissait bien. Il est descendu à la cave pour réparer une fuite d'eau. Je lui avais proposé de le faire, mais il a insisté. Il est resté là-dessous pendant des heures. Je me souviens l'avoir appelé une fois pour lui demander s'il avait besoin d'aide et n'avoir reçu qu'un « c'est bon » étouffé en réponse. Quand il s'est enfin relevé, il était couvert de poussière et de crasse, mais il souriait. Un vrai sourire éclatant, plus large que je n'en avais vu depuis 10 ans. C'est réglé, annonça-t-il en claquant des mains poussiéreuses. Il avait l'air revigoré. Je me suis dit qu'il était fier de lui d'avoir mené à bien la réparation. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec l'odeur du bacon et le chant des oiseaux dehors. Rien d'inhabituel. Ce qu'il l'était, c'était mon père, debout devant le fourneau, en train de fredonner. Il n'avait pas préparé de vrai petit déjeuner depuis la mort de ma mère. D'habitude, il se servait juste un bol de céréales et grognait un bonjour. « Bonjour !» dit-il d'une voix enjouée. « Des œufs ?» J'étais surprise mais ravie. « Oui, bien sûr, merci, tu es de bonne humeur. »« Je me sens en pleine forme, » dit-il en faisant basculer les œufs d'un geste si ample qu'un œuf a failli tomber par terre. J'ai décidé que je restais assis trop longtemps. La vie est faite pour être vécue, non ? Cette semaine-là, il était d'une activité débordante. Il a tondu la pelouse, chose pour laquelle je devais d'habitude le harceler pendant des jours. Il a nettoyé les gouttières. Il a même commencé à huiler les charnières des portes pour qu'elles ne grincent plus. J'étais ravie. Je pensais qu'il était enfin sorti de ce long et silencieux chagrin dans lequel il baignait. J'avais l'impression de retrouver mon père d'avant. Le premier signe que quelque chose n'allait pas est apparu 1 semaine plus tard. Je me préparais à sortir avec des amis. C'était un vendredi soir, le premier jour de congé que j'avais depuis un moment. J'enfilais ma veste quand il est entré dans le salon, se tordant les mains. « Tu sors ?» a-t-il demandé. Sa voix avait perdu son entrain habituel. Elle était tendue. « Oui, juste quelques heures, je vais boire une bière avec des collègues. » Il grimaça et posa une main sur sa poitrine. « Oh, c'est juste, je me sens pas très bien, j'ai la poitrine serrée. Sûrement une indigestion, mais tu vois. » Je m'arrêtai.
mes clés à moitié dans ma poche, son visage était pâle. Un sentiment de culpabilité m'envahit. « Ça va ? Je devrais appeler quelqu'un ?»« Non, non, rien de tout ça, répondit-il rapidement en faisant un geste de la main pour me congédier. Je suis sûre que ça va passer, c'est juste que je ne voudrais pas rester seule si ça s'aggrave. Alors je restai, j'enlevai ma veste, commandai une pizza et nous regardâmes un de ces vieux westerns en noir et blanc. Sa douleur à la poitrine sembla disparaître comme par magie, dès que je m'assis sur le canapé. J'étais agacée, mais je me dis qu'il vieillissait et devenait peut-être anxieux. La fois suivante où j'essayais de partir, quelques jours plus tard, c'était son dos qui lui faisait mal. Il prétendait être tellement bloqué qu'il était incapable de se lever du canapé pour aller chercher un verre d'eau. J'ai passé la soirée à faire ses courses, à lui masser les épaules et à l'écouter gémir. Dès que mon ami a appelé pour savoir où j'étais et que j'ai dit que je ne pouvais pas venir, il s'est soudain senti un peu mieux et a réussi à se lever pour aller aux toilettes tout seul. C'est devenu une habitude. Chaque fois que je prévoyais de sortir, pour une raison autre que mes heures de travail, il développait un mal soudain et invalidant. Une migraine, des vertiges, une gastro-entérite. Cela ressemblait beaucoup à de la manipulation. Je me suis mise en colère. On s'est disputé à ce sujet. « Je ne peux pas être ta prisonnière !» lui ai-je dit après qu'il ait simulé une quinte de toux pour m'empêcher d'aller faire les courses. « J'ai besoin d'une vie. » Son visage s'est effondré. Non pas de colère, mais d'une profonde tristesse qui m'a complètement désarmée. « J'ai juste besoin de toi ici, » a-t-il murmuré. « C'est trop demandé, je me sens seule. » Que pouvais-je répondre ? Je me sentais comme la pire des imbéciles. Je suis restée à la maison encore une fois. Mais mon père, si actif et énergique, était toujours là. Entre ces soudaines crises, c'était une véritable force de la nature. Il a repeint le porche, il a réparé la clôture branlante du jardin. Il était levé à l'aube, jardinant avec une ferveur que je ne lui avais jamais vue. Il était plus fort, plus rapide. Il portait toutes les courses en une seule fois, les sacs pendant au bras, sans même être essoufflé. Mon père, qui d'habitude était essoufflé rien qu'en montant les escaliers. C'était une contradiction que je ne comprenais pas. La vraie peur, celle qui vous glace le sang et vous noue la gorge, a commencé avec le soleil. Nous étions dans le jardin. Il désherbait les parterres que ma mère avait plantés des années auparavant. Et j'étais assise sur les marches, sur mon téléphone. C'était un après-midi ensoleillé, sans un nuage à l'horizon. Le soleil tapait fort, projetant de longues ombres nettes sur la pelouse. J'ai remarqué ma propre ombre, la silhouette sombre et allongée d'une femme affalée sur son téléphone. Je l'ai regardée, à genoux dans la terre, et j'ai vu l'ombre du rosier, l'ombre de la clôture, l'ombre de l'abreuvoir à oiseaux. Mais pas la sienne. Il se détachait nettement sur le soleil éclatant, mais le sol autour de lui était d'un vert pur et lumineux, sans la moindre ombre. J'ai cligné des yeux, je me les suis frottés, ce devait être un jeu de lumière, une illusion d'optique. J'ai détourné le regard, puis je l'ai reporté à nouveau sur lui. Toujours rien, un homme parfait, sans ombre, dans un monde d'ombre. Un œuf froid s'est formé dans mon estomac. « Dis papa » ai-je dit, ma voix me paraissant faible et étrange. « Tu peux me donner un coup de main ?» Je désignai un lourd pot en terre cuite de l'autre côté de la terrasse, en plein soleil, impitoyablement. Il leva les yeux et, un instant, je vis quelque chose dans son regard, une lueur de panique. Il se protégea le visage du soleil de la main, bien qu'il plissât déjà les yeux. « Une minute, je veux juste finir ce coin. » Il ne vint jamais. Il resta dans le jardin et tandis que le soleil commençait à se coucher, il semblait suivre la ligne d'ombre de la maison, se tenant toujours juste à l'intérieur. À partir de ce jour, je devins obsédée. Je l'observais sans cesse. Je remarquai qu'il ne s'arrêtait jamais près des fenêtres pendant la journée, qu'il trouvait toujours une excuse pour bouger si un rayon de soleil l'atteignait dans le salon, qu'il faisait toujours ses promenades le soir, après que le soleil ait disparu à l'horizon. Il était toujours attiré par l'ombre et par les recoins sombres de la maison. Mon inquiétude s'est muée en terreur. Ses excuses pour me retenir à la maison sont devenues de plus en plus frénétiques. La semaine dernière, il a débranché la batterie de ma voiture et a fait semblant de ne rien voir. Il y a 2 jours, je me suis réveillée et j'ai constaté qu'il avait accidentellement verrouillé la porte d'entrée et perdu la clé.
nous piégeant tous les deux à l'intérieur jusqu'à ce qu'il la retrouve miraculeusement le soir même. J'ai essayé de lui parler. Il y a 2 soirs, je l'ai fait asseoir dans la pénombre du salon. « Papa, il faut qu'on parle. » ai-je commencé, le cœur battant la chamade. « Tu n'es pas toi-même, tu es différent et tu me retiens ici, je m'inquiète pour toi. » Il m'a simplement fixé du regard, le visage impassible, comme un masque de calme. L'homme énergique et souriant avait disparu, remplacé par une présence immobile et attentive. « Je vais bien, je n'ai jamais été aussi bien. Et je ne te retiens pas ici, j'aime juste ta présence. » Un père ne peut-il pas aimer la présence de sa fille ? C'est plus que ça, insistai-je. Depuis que tu es descendu à la cave pour réparer ce tuyau, tu as changé, il s'est passé quelque chose là-bas, n'est-ce pas ? Son visage resta impassible, mais son regard se durcit. C'était comme voir des volets se fermer sur une fenêtre. « Arrête tes bêtises, j'ai réparé un tuyau, c'est tout. Maintenant, n'en parle plus. » Son ton était sans appel. Impossible de discuter. La conversation était terminée. C'est à ce moment-là que j'ai compris. J'ai su avec une certitude qui m'a retourné l'estomac. La vérité sur ce qui s'était passé se trouvait à la cave. J'ai attendu jusqu'à hier soir. J'ai fait semblant de m'endormir à mon heure habituelle, allongée dans mon lit, les yeux grands ouverts, à l'écoute des bruits de la maison. Je l'ai entendu se déplacer en bas, ses pas feutrés, presque inaudibles. Une autre nouveauté. Mon père, lui, avait l'habitude de piétiner comme un éléphant. Je l'ai entendu vérifier la serrure de la porte d'entrée, puis celle de derrière. Je l'ai entendu passer devant ma chambre, s'arrêter un long moment, et j'ai retenu mon souffle, le corps tout entier paralysé par la peur. Puis les pas se sont éloignés, et j'ai entendu la porte de sa propre chambre se refermer. J'ai attendu ce qui m'a semblé une éternité, comptant les secondes, écoutant la vieille maison gémir et craquer autour de moi. Finalement, certaine qu'il dormait, je me suis glissée hors du lit. Je n'ai allumé aucune lumière. J'ai descendu les escaliers à pas de loup, chaque pas étant un risque. La porte du sous-sol se trouvait au bout du couloir. Il y faisait toujours froid. Je tournais la vieille poignée en laiton, grimaçant au clic sonore du loquet. Je l'ouvris et une vague d'air froid et humide m'envahit. Cet air sentait la terre mouillée, mêlée à une odeur métallique et vaguement sucrée. Une odeur de décomposition. Mon téléphone était ma seule source de lumière. J'allumai la lampe torche. Le faisceau traça un chemin tremblant le long de l'escalier de bois branlant. Je descendis marche après marche, l'oreille aux aguets, guettant le moindre bruit venant de l'étage. Le sous-sol était tel que je m'en souvenais, sol en béton, mur en pierre, bric-à-brac entassés dans tous les coins. De vieux meubles sous des draps blancs, tels des fantômes endormis, des cartons contenant les affaires de ma mère, mes vieux jouets. L'air était lourd et pesant. Je pointai ma lampe vers le mur du fond, là où arrivait la conduite d'eau principale. C'est là qu'il avait travaillé. Je vis sa vieille boîte à outils ouverte sur le sol. Une clé à pipe était posée à côté. Le morceau de tuyau de cuivre sur lequel il travaillait semblait neuf, propre. Il l'avait réparé. Mais mon regard fut attiré par le sol juste à côté. La majeure partie du sous-sol était en béton, mais dans ce coin reculé, il n'y avait que de la terre battue, et une grande surface d'environ 2 mètres de long sur 1 mètre de large était différente du reste. La terre était plus sombre. Elle n'était pas compactée par des décennies d'existence. Elle était remuée, fraîche. Je restai là un long moment, l'écran de mon téléphone tremblant dans ma main. Mon esprit me criait de fuir, de quitter la maison, de quitter la ville, de ne jamais me retourner. Mais je ne pouvais pas. Il fallait que je sache. Je trouvai une vieille truelle de jardin dans un seau d'outils rouillé. Je m'agenouillai. La terre était molle, comme je l'avais pressenti. Elle céda facilement sous mon poids. Je commençai à creuser. Ma respiration était saccadée, haletante et paniquée. Les seuls bruits étaient le raclement de la truelle contre une pierre de temps à autre et les battements frénétiques de mon cœur. L'odeur de terre humide était envahissante, mais en dessous, une autre odeur se faisait plus forte. Ce n'était pas un trou profond. À une 30aine de centimètres de profondeur, ma truelle a heurté quelque chose de mou. Pas une pierre. J'ai reculé, laissant tomber l'outil. Mes mains tremblaient tellement j'avais du mal à tenir mon téléphone. Je me suis forcée à plonger la main dans la terre.
J'ai fermé les yeux et mes doigts ont effleuré du tissu, du jean, la texture usée et familière du jean de travail de mon père. J'ai reculé, haletante, mais je savais que je devais voir, je devais en être sûre. Les larmes ruisselant sur mes joues, j'ai griffé la terre, l'arrachant. D'abord une jambe, puis un torse, vêtu de sa chemise de flanelle délavée préférée, et puis le visage. C'était lui, mon père. Ses yeux étaient fermés, sa bouche légèrement ouverte. Sa peau était pâle et cireuse, et une profonde et vilaine entaille lui barrait le côté de la tête, maculée de sang séché et de terre. Il semblait paisible, d'une manière horrible et définitive. On aurait dit qu'il était tombé dans l'escalier, s'était cogné la tête et que tout s'était terminé en un instant. Je fixai son visage, le vrai visage de mon père, et un son m'échappa. Un sanglot étouffé d'horreur et de douleur pure. Il était parti depuis un mois, gisant là, dans une tombe peu profonde et anonyme, tandis que je vivais avec... Le bruit venait du haut de l'escalier, un seul pas léger sur le vieux bois. Lentement, je tournai la tête. La lumière de mon téléphone suivit mon regard, remontant l'escalier sombre et branlant. Et il était là. Il se tenait en haut des marches, une silhouette sombre se détachant sur la faible lumière du couloir. Il me regardait tout simplement. Je ne voyais pas son visage, mais je sentais son regard. J'étais paralysée, agenouillée dans la poussière près du corps de mon père comme une bête acculée. Il descendit une marche, puis une autre. Il se déplaçait avec une grâce silencieuse et fluide que mon vrai père n'avait jamais eue. Le faisceau de la lampe torche éclaira son visage alors qu'il approchait du bas des escaliers. Il portait le pyjama de mon père. Il avait les yeux fatigués et ridés de mon père. Il avait les cheveux grisonnants de mon père. Et il souriait. Ce n'était pas un sourire malveillant, ce n'était pas un sourire triomphant non plus. Il était triste, infiniment triste. Un sourire empreint d'une pitié plus terrifiante que n'importe quelle rage. « Je savais que tu finirais par trouver le chemin jusqu'ici, » dit-il. Sa voix était celle de mon père, mais sans le côté rauque et usé par la fumée. Elle était plus douce, plus calme. « Je suis désolée que tu aies dû voir ça, » ajouta-t-il. Je restais muette, figée, le regard vide. Je reculai précipitamment, m'éloignant de lui, du corps, jusqu'à ce que mon dos heurte le mur de pierre froide. Il s'arrêta à quelques pas de la tombe peu profonde, le regard toujours aussi triste posé sur le corps. « C'était un accident, » dit-il doucement. « L'avant-dernier pas, c'est horrible, il portait la lourde clé à molette, il a perdu l'équilibre et... Il est tombé, il s'est cogné la tête sur le sol en béton. C'était rapide, il n'a pas souffert. » Il me regarda, les yeux emplis d'une étrange et profonde empathie. Sa dernière pensée, c'était pour toi. Il s'inquiétait pour toi. Il avait peur que tu sois seule. Ma voix est enfin revenue. « Qu'est-ce que vous êtes ?» Il inclina la tête, un geste à la fois si familier et si étrange. « Je suis lui, » dit-il. « Et je ne le suis pas. Vous savez comment chacun projette une ombre, une version plus sombre, plus simple, de même qu'il essuie dans la lumière. Voyez-moi comme l'autre ombre, celle qui vit de l'autre côté du voile. Nous observons, nous existons sous la forme de notre double. Nous ressentons ce qu'ils ressentent, leur joie, leur peine, leur amour. » Il fit un pas de plus et je tressaillis. Il s'arrêta. « Cette dernière pensée, reprit-il, l'amour qu'il avait pour vous, sa peur de vous laisser seule, c'était si puissant. Une vie fauchée en plein vol avec tant à donner. Cela a créé un espace. Cela m'a permis de le traverser. Je suis son amour, son devoir, son besoin de prendre soin de vous, incarné. » Il fit un geste ample autour du sous-sol. « J'ai fini son travail, j'ai réparé la canalisation, je l'ai enterré pour que tu n'aies pas à le faire. J'ai refait la maison, je me suis assurée que tu étais en sécurité. J'ai essayé d'être un bon père. » Ces mots étaient insensés, mais dans l'air froid et humide de ce tombeau, ils semblaient terriblement, indéniablement réels. « Mon père est mort ?» balbutiai-je, les larmes brouillant ma vue. « Oui, » dit la chose à l'intérieur de sa peau. La tristesse dans sa voix semblait authentique.
Il l'est, et je suis profondément désolée pour ta perte. Mais je suis là maintenant. La créature fit un pas de plus, puis un autre, jusqu'à se tenir juste au-dessus de moi. Elle s'agenouilla à hauteur de mes yeux. Son visage était à quelques centimètres du mien. Je pouvais voir chaque ligne, chaque pore du visage que j'avais connu toute ma vie, animé par quelque chose que je ne pouvais absolument pas comprendre. Il t'aimait plus que tout. Moi aussi, je ne te quitterai jamais. Je prendrai soin de toi. Nous pouvons être une famille, comme il le souhaitait, pour toujours. Et c'est là que j'en suis. Il m'a laissé monter. Il m'a suivi tout le long. Il est dans le salon, regardant la télévision, comme si de rien n'était, comme si mon vrai père n'était pas étendu dans la poussière en bas. Il m'attend. Je suis enfermée dans mon placard. Je sais que je ne peux pas m'échapper. Les portes sont verrouillées et il est tellement plus fort que moi. Il n'a pas besoin de dormir. Il ne vieillira jamais. Il ne tombera jamais malade. Il sera juste là, à prendre soin de moi. Pour toujours. Je l'entends bouger. Des pas légers et silencieux résonnent dans le couloir. Il vient voir si je vais bien. Il m'appelle. Et sa voix ressemble tellement à celle de mon père.